Alors, dans le thème génétique et évolution, lors du premier chapitre, nous nous sommes intéressés aux brassages liés à la méiose et à la fécondation qui créaient une diversité d'individus et donc déjà une certaine biodiversité. Dans ce deuxième chapitre, on va s'intéresser à une autre origine à la biodiversité grâce à des mécanismes de diversification du vivant qui vont faire intervenir d'autres propositions. Dans une première partie, je vais expliciter deux de ces mécanismes qui sont les deux que nous aurons étudiés en TP. Donc dans un premier temps, la symbiose, un premier mécanisme de diversification du vivant. Nous avons en effet observé des coupes de lichens qui correspondent à une association entre une algue unicellulaire qu'on observe ici, donc avec les cellules arrondies vertes, et puis un champignon qui lui occupe le reste de la partie du lichen. Et tous deux ont donc réalisé une association qui permette de vivre ensemble. Ces lichens, donc vous pouvez aussi retrouver certaines données les concernant dans votre livre, permettent de coloniser des milieux qui ne pourraient pas être colonisés soit par l'algue, soit par le champignon. Par exemple, on le retrouve donc comme ici sur un vieux mur. Le lichen va permettre de protéger l'algue de la dessiccation, donc du dessèchement des UV, grâce par exemple à de la pariétine, un pigment qui va être produit et qui protège des UV l'algue. Et en contrepartie, l'algue produit grâce à la photosynthèse des molécules organiques qui vont pouvoir servir pour le métabolisme du champignon. Il existe une autre association entre des végétaux et des champignons, ce sont le cas des mycorhizes. Donc on observe au niveau des racines des nodosités, des petits renflements qui correspondent à l'entrée dans la racine de filaments mycéliens qui vont pouvoir absorber la matière produite par le végétal dans la racine et en contrepartie, cette fois-ci, le champignon va lui permettre une meilleure nutrition de la plante et en particulier une meilleure nutrition azotée. Donc c'est le cas chez la majeure partie des plantes qui font partie de la famille des légumineuses. Donc on observe bien sur le graphique, donc ici tiré de votre livre page 48, que sans le champignon, la croissance du basilic ici est plus faible et on l'observe tout aussi bien dans la photo. Donc l'association entre deux êtres vivants, lorsqu'elle est durable et à bénéfice réciproque, est une symbiose. C'est bien un mécanisme de diversification du vivant et par exemple, de nouveaux territoires ont pu être colonisés grâce à ce procédé. On peut noter aussi quelque chose d'intéressant. Il s'agit donc de la théorie endosymbiotique, selon laquelle les chloroplastes et les mitochondries seraient issus d'une association symbiotique, elle aussi, entre une cellule eucaryote et d'une part, ceci de manière... qui s'est faite finalement en deux temps, entre la cellule eucaryote et un prokaryote photosynthétique qui était en fait donc le futur chloroplaste et puis des prokaryotes hétérotrophes aérobies ici, donc les futures mitochondries. On a un certain nombre de preuves de cette idée, de la théorie endosymbiotique. Il s'agit par exemple du fait que tous deux, mitochondries et chloroplaste, sont entourés d'une double membrane qui témoignerait de cette endosymbiose et tous deux présentent un ADN qui fonctionne tout à fait distinctement de l'ADN de la cellule hôte. Un deuxième mécanisme de diversification du vivant maintenant, il s'agit de la polyploïdisation. Donc dans votre livre, je vous ai fait étudier page 40 un exemple, il s'agit du cas des spartines. Donc, on décrivait dans un premier temps, dans deux zones géographiques séparées, deux espèces bien distinctes, Spartina maritima,
diploïde avec 2n égale 60 et Spartina alterniflora avec elle 2n égale 62. Il y a eu une hybridation puisque la réunion de gamètes de chacune de ces deux espèces ont donné une espèce hybride qui, elle, avait donc 2n égale 61. Le problème est que cette espèce est stérile puisque le nombre impair de chromosomes ne permet pas à une méiose de se faire correctement puisque, on le sait, il est nécessaire que des bivalents se forment et qu'il y ait bien un appariement par paire pour que la méiose puisse se dérouler. Mais grâce à un fait chromosomique particulier, à une anomalie créant un doublement des chromosomes, une nouvelle espèce qui, elle, était fertile. Donc on voit bien qu'on est passé de 61 au double, à savoir 122, et Spartina anglica est une espèce qui réunit le génome en double exemplaire des deux espèces de départ, Spartina maritima et Spartina alterniflora. Comme on a retrouvé un stock de chromosomes qui est double et donc qui est pair, eh bien cette espèce est fertile. Donc on retrouve ici les événements qui vont être à l'origine de la formation d'une espèce par nouvelle, par polyploïdisation. Dans ce cas-là, puisqu'il y a une polyploïdisation qui se fait à partir de deux espèces bien distinctes, on parle d'une allopolyploïdisation, mais il faut noter qu'il y a possibilité aussi d'une autopolyploïdisation. Donc on ne passera pas, comme on le voit dans ce schéma ici aussi, par un hybride stérile, mais on aura directement une anomalie chromosomique qui va créer un doublement, donc une erreur d'une division cellulaire, à l'origine d'une polyploïdie et donc à l'origine d'une nouvelle espèce. C'est un phénomène qui est loin d'être rare, puisque on le retrouve dans cet arbre du vivant. Les événements de polyploïdisation sont à l'origine de nombre d'espèces, et ceci même à l'intérieur des eucaryotes et à l'intérieur des trois grands groupes d'espèces eucaryotes, plantes, mycètes et animaux. Donc voilà pour cette première partie.